Voilà, je fais une horrible grimace parce que je vois notre ingénieur du son qui se précipite vers son pupitre en se cassant la figure tellement il était pressé. Voilà, tout marche, les micros sont ouverts, tout va bien, pas de panique. Alors, nos deux autres invités que voici sur le plateau. Alors, avec peut-être quand même un petit mot, Christian, on avait annoncé bien sûr ici, dans ce festival, la présence de Pierre Dubois, notre ami Pierre Dubois, pour nous parler de son encyclopédie des lutins. Vous avez vu certainement l'exposition qui est en place un petit peu plus bas. Dans ce livre, les illustrations sont faites par Roland Sabatier. Pierre Dubois n'est pas là parce que il y a eu un drame familial qui s'est déroulé chez lui la semaine dernière. On a tous une pensée pour lui et allez voir l'exposition et regardez son livre, il est magnifique. Voilà, Bernard Werber, bonjour. Vous êtes en compagnie de Christian Charrière. Je ne sais pas si vous vous connaissez l'un et l'autre ou si vous avez fait connaissance. On vient de faire connaissance. Et déjà, nous nous tutoyons, ce qui est un très bon signe. Mais ici, ça se passe vraiment comme ça, c'est agréable. Alors Bernard Werber, vous avez fait des études de droit à Toulouse et vous avez fait l'école de journalisme. Oui. Et puis vous êtes devenu journaliste scientifique pour Ça m'intéresse, Le Point, l'événement du jeudi. Surtout le Nouvel Observateur où je suis resté 6 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis maintenant pour VSD, c'est ça? Non, C'est là j'ai fini. arrêté, maintenant je... Il faut dire aux attachés de presse de rayer quand c'est plus Non, valable. maintenant je ne suis qu'écrivain. Vous n'êtes qu'écrivain. J'ai ce vaste privilège de pouvoir faire en totalité le métier que j'aime. Voilà, alors vous êtes un personnage particulier parce que vous vous êtes pris d'un amour absolument démesuré pour des petites bestioles que l'on écrase allègrement la plupart du temps et qu'on prend rarement le temps de regarder vivre. Et pourtant maintenant je ferai très attention. Je veux parler des fourmis. Oui. De passion, peut-être le mot est un peu fort. En fait, je ne porte pas un énorme... je suis pas un dingue des fourmis, quoi. Je crois que c'était surtout un prétexte pour parler des hommes. Je crois que La Fontaine avait déjà utilisé cette technique bien avant moi, à savoir, en parlant des animaux, mieux expliquer les comportements humains. Il s'avère que les fourmis vivaient sur Terre depuis 100 millions d'années et ont commencé à construire des cités énormes. Et dans ces cités est née toute une technologie, est née toute une vie, tout un monde entier, une civilisation complète. Et il s'avère que cette civilisation est actuellement la civilisation majoritaire sur Terre. Et par chance, personne n'en avait parlé avant. Je crois que les fourmis sont vraiment nos partenaires sur Terre. Nous sommes des gros animaux et ce sont les lilliputiens qui sont surdoués. Donc, il me semblait intéressant, en montrant comment a évolué cette civilisation âgée de 100 millions d'années, de montrer comment peut évoluer notre civilisation qui est toute jeune. On n'a que 3 millions d'années. Nous sommes un peu des débutants. Quand on regarde les fourmis, on voit comment des animaux ont pu progresser sur cette vaste période, et on peut comprendre comment nous risquons d'évoluer. Il faut bien se rendre compte, nous sommes des hommes préhistoriques. On a peut-être des caméras, des télévisions, des voitures, et pourtant on démarre juste l'aventure humaine. Nous commençons à faire des choses intéressantes que depuis 5000 ans, c'est tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire que les fourmis ne sont pas plus évoluées que nous quand même? Elles ont une civilisation sociale qui est plus ancienne que la nôtre. Elles ont donc plus d'expérience de la société. Par exemple, elles ont des villes qui comprennent entre 100 et 150 millions d'individus. Nos plus grandes villes ont tout au mieux 10 à 12 millions d'individus et il y a d'énormes problèmes, l'insécurité, la pollution et tout. Donc on ne sait pas gérer des villes de plus de 10 millions d'individus. Elles savent gérer des villes de 100 millions d'individus. Elles ont des techniques de communication qui sont plus rapides et plus fidèles que les nôtres. Pour vous parler, là, actuellement, j'utilise ma bouche qui interprète ce que pense mon cerveau. Et il y a une énorme déperdition. C'est-à-dire, vous comprenez probablement que la moitié de ce que je veux dire. Mais c'est normal, c'est parce que nous sommes des humains et qu'on a beaucoup de difficultés à communiquer. Si nous étions des fourmis, j'aurais 2 antennes. Je vous parlerai avec une odeur, ça prendrait 2 secondes. Et vous comprendriez tout de suite de quoi parle le bouquin, ce que je veux dire, tout. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de fidélité, plus de rapidité. Et... ce serait une communication fantastique si nous étions des fourmis. Mais nous n'aurions pas, évidemment, toute cette vaste technologie qui font notre fierté humaine. Ouais. Ce qui est quand même formidable, c'est que dans vos livres, les fourmis, que je ne retrouve plus, que j'avais là tout à l'heure, et le suivant, oui, j'en ai peur, le jour des fourmis. Et le suivant, le jour des fourmis, vous ne vous contentez pas de nous décrire d'une manière scientifique la vie des fourmis, et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que vous avez inventé une histoire absolument fabuleuse que
que les gens s'arrachent, que les jeunes s'arrachent. Alors nos livres, on a eu beaucoup de mal à les récupérer pour pouvoir les lire parce que les enfants de Christian se les étaient appropriés, on n'arrivait plus à les récupérer. Les livres, hein, pas les enfants. Les livres, oui. Et parce que vous avez imaginé une histoire où non seulement on vit en parallèle, où vivent en parallèle les fourmis et les humains, mais où ils vont se rencontrer. Il faut préciser peut-être une chose, c'est que c'est un thriller, c'est un roman, ça n'a aucun caractère, c'est pas un essai sur les fourmis, c'est un roman et c'est avant tout une vaste saga, quoi. C'est un peu... Ça reprend les vieux textes antiques, un peu comme l'Odyssée d'Ulysse, à part que l'Odyssée d'Ulysse est vécue par une fourmi. Il y a 3 histoires en parallèle. Une première histoire qui est un thriller humain, une deuxième histoire qui est un thriller fourmi, qui se passe un peu comme dans Au nom de la rose, au lieu que ce soit des curés, c'est des fourmis. C'est-à-dire qu'il y a un assassinat dans la fourmilière et des fourmis qui enquêtent. Mais tout ça étant complètement justifié par la réalité. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le livre, dans le camp des fourmis, c'est ce qui se passe vraiment dans une fourmilière. Toutes les technologies dont je parle dans le livre sont des technologies qui existent vraiment. Par exemple, par moment, on assiste à des guerres, on assiste à l'arrivée de pourvoyeuses de drogue. Ce sont des choses qui se passent vraiment dans la fourmilière, qu'on ne connaît pas. Par chance, c'est un continent entier d'imaginaire inexploré. Et enfin, il y a un troisième élément. Donc, il y avait le thriller humain, le thriller fourmi. Et le troisième élément, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est une sorte de... C'est là que je mets toutes les informations qui peuvent éclairer le texte, mais ça parle aussi bien des étoiles, notre situation dans l'univers, ça parle même des recettes de cuisine, il y a même des techniques pour bâtir des choses. Et le livre entier construit selon la structure de la pierre philosophale, c'est-à-dire qu'il y a une structure cachée en dehors de la structure apparente. C'est peut-être un peu technique comme ça. Non, j'ai peut-être l'air de vous regarder d'un air complètement bêta, mais je vous assure que je comprends à peu près ce que vous dites. Non, c'est un énorme travail. Avec un livre comme ça, et c'est vrai parce que ça nous l'avons vérifié, c'est qu'après avoir lu un livre comme ça, et récemment dans le bureau des Tendants Voyageurs, il y a eu des fourmis. On les a pas tuées. Et il y avait des visiteurs à ce moment, il y avait les fourmis, et on s'est presque battu contre les gens en disant n'y touchez plus. Je crois qu'il faut respecter. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais c'est vrai qu'on a du respect pour l'insecte après. On ne voit plus les fourmis pareillement après la lecture de votre livre. Je vous en remercie pour elle. Je reçois beaucoup de courriers, les gens me disent oui, une fois qu'on a lu le livre, on n'arrive plus à tuer les fourmis, mais le problème c'est qu'on en a dans la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais alors au début je leur disais le problème, c'est que votre cuisine, il n'y a aucune raison qu'elle vous appartienne à vous plutôt qu'aux fourmis, vu que les fourmis étaient là avant vous. Bah oui, mais c'est nous qu'on paye, hein. Oui. Alors, seulement, c'est un message difficile à faire comprendre parce que les gens se disent quand même la cuisine, je l'ai acheté, la nourriture, je l'ai acheté. Mais ce qu'ils pensent pas, ils l'ont acheté à qui? À des commerçants, qui l'ont même acheté à des grossistes, qui l'ont même acheté à des agriculteurs. Les agriculteurs l'ont pris de la terre. En fait, tous ces produits appartiennent à la terre. Et la terre produit ses fruits pour les hommes, elle produit pour tous les autres animaux. Et je vois pas pourquoi nous, parce qu'on est les plus gros, les plus forts et les plus conscients ou intelligents, on devrait tout piquer rien que pour nous, et puis tous les autres, c'est que des voleurs, des parasites. Exactement. De toute façon, j'essaierai jamais d'avoir le dernier mot avec vous. Hein. Je vais vous dire juste un truc, c'est qu'il existe une technique toute propre pour se débarrasser de ces fourmis, c'est le basilic. C'est la technique, comment dire... douce, voilà. Parce qu'il faut surtout pas acheter les produits type arsenic. Vous savez, c'est vachement vicieux, parce que les fourmis sont tellement malines, quand il y a un produit nouveau, elles l'amènent à la cité, et elles laissent la fourmi qui a goûté au produit isolée, en quarantaine, pendant 4-5 jours, pour savoir si le produit est toxique. Alors les entomologistes, enfin les scientifiques ont découvert ça. Alors, ce qu'ils font un poison qui se déclenche au bout de 4-5 jours. Alors toutes les fourmis arrivent et se disent bon, c'est comestible vu qu'elle n'est pas morte. Et puis paf, ils se font tout savoir. C'est un peu vicieux, je trouve. C'est Vislar l'humain, mais je crois que les fourmis vont réussir à trouver une méthode pour parer ça. Alors si vous avez mis à côté de Christian Charrière, c'est qu'il y a je dirais une raison et plusieurs raisons. Entre autres, c'est que dans les fourmis, à un moment donné, il y a des combats fabuleux contre les termites, qui n'ont pas l'air d'être présentés d'une manière sympathique, peut-être parce qu'à cause du récit, on a pris fait et cause pour les fourmis, c'est peut-être pour ça. Mais dans le livre de Christian Charrière, il y a des hommes qui vont rentrer en dialogue avec les termites. Vous aussi, vous pénétrez dans ces mondes souterrains. Oui, et c'est vrai que j'ai pris le parti des termites et que je mène une guerre sanglante aux fourmis. La fourmi incarne le mal dans mon livre, et le termite est vraiment le guerrier, le noble chevalier. Et donc il y a une guerre aux fourmis. Et fais attention tout à l'heure. Je le conçois parfaitement. Étant donné que donc moi je donne le point de vue des fourmis et l'ennemi c'est le termite.
je pense que les termites ont une forme de royauté très réussie. C'est-à-dire qu'elles ont créé la société absolue des chevaliers, comme vous dites. Mais le problème, c'est que la fourmi, étant apparue après les termites, est une espèce qui ne cesse d'évoluer justement pour s'attaquer aux autres espèces. Oui. C'est donc une espèce qui est en perpétuelle mutation comme nous. Alors que la termite, ils ont réussi, ils sont contents d'eux parce qu'ils ont créé un système qui marche. C'est-à-dire si nous, un jour, on arrivait à créer la société idéale, on aurait une société qui ressemble à celle des termites. Et actuellement, on est dans un système comme les fourmis, c'est-à-dire qu'on est dans une quête toujours plus fort, toujours plus belliqueux, toujours plus en avant, vers l'inconnu. Et ça, c'est une mentalité fourmi. Et c'est vrai que c'est pas forcément sympathique, mais dans le monde animal, il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a des animaux qui tentent de survivre, et c'est un monde ni moral ni immoral, c'est un monde amoral. Mais il n'y a pas d'animaux qui font souffrir les autres par plaisir. Ça, il n'y a que l'homme qui fait ça. Une fourmi, si elle tue, c'est pour se protéger ou pour conquérir un territoire. Mais elle ne tuera pas pour avoir le plaisir de voir l'autre souffrir. Voilà, c'est donc les fourmis par Bernard Werber. Alors, Christian Charrière, pour vous présenter, est-ce que finalement, je ne pourrais pas reprendre une des phrases de Mayapura, parce qu'il y a 2 livres pour lesquels vous êtes là, qui sortent chez Phébus ou qui sont réédités chez Phébus, c'est Mayapura, et puis La forêt d'Iscambre. Et dans Mayapura, à un moment donné, il est dit « L'avez-vous remarqué, derrière le réel, au revers de l'apparence, s'étend une enfilade de pièces mystérieuses. Oui, ce monde-ci a des arrière-boutiques. » Et c'est vrai qu'on aime bien dans Mayapura, et il faut traverser le tableau pour aller justement dans des mondes qui ne nous sont pas évidents si on ne fait pas la démarche de penser autrement. Et j'ai l'impression que vous avez bien aimé tout au long de votre vie d'homme, et elle n'est pas finie loin de là, explorer les arrière-boutiques. Vous avez exercé plusieurs métiers, vous avez même vous avez été barman, vous avez été journaliste, vous avez été correspondant de guerre, vous avez fait de la propagande pour le régime de Sihanouk, vous avez écrit un livre avec un cosmonaute soviétique. Vous avez animé une émission de jazz sur une radio Khmer, enfin, votre vie est un roman. Jazz sur le Mékong, c'est vrai. Oui, c'est exact que finalement l'idée fondamentale, c'est qu'il y a un monde parallèle. Donc tous mes livres finalement découlent de cette perception qu'il y a cette apparence qui est devant nous, ce monde superbe, mais derrière il y a autre chose. Au fond, toute ma recherche littéraire est orientée vers la perception du monde secret, de la structure cachée. Et je suis vraiment, à travers l'écriture, à travers l'imagination, donc à essayer de trouver les portes qui mènent à l'autre monde. Et en effet, elles existent. Il y a des moyens d'accéder à cette réalité retirée, je ne sais pas comment l'appeler, la réalité induite. Il y a donc des moyens par le rêve, par l'imagination active, de rentrer en contact avec ces immenses fourmilières invisibles, avec au fond derrière tous mes livres, il y a l'idée d'une présence de l'invisible. Je crois que c'est un peu ça qui me guide. Mais c'est vrai que le fait d'avoir exercé 1000 métiers et d'avoir été une sorte de pèlerin en Orient m'a rapproché en effet de cette perception de l'autre monde. Alors, dans Mayapura, il y a aussi des personnages, on parlait là de fourmis, mais il y a des scènes absolument extraordinaires avec ce collectionneur d'automates, ou ces automates qui sont des mécaniques, ce fabricant d'automates, ce sont des mécaniques et au fil du récit ça devient des êtres humains. Il y a un rapport là aussi absolument étonnant entre le fabricant et ses enfants. C'est vrai, j'ai été, mais je dois dire, il faut savoir que quand on écrit, on n'est pas maître de son écriture, on n'est pas maître de son imagination. Je crois qu'on écrit et on se laisse écrire soi-même. Et on a juste que le début à trouver, la première page, la première phrase, et puis se déclenche le mécanisme même de l'imagination. Et à ce moment-là, on ne sait pas où on va, on se laisse guider par l'imagination comme une tête chercheuse, et on peut accéder à des choses vraiment effarantes. Je ne savais pas pourquoi les automates peuplaient mon roman. Et brusquement, je ne pouvais pas m'empêcher d'évoquer les automates. Les automates se multipliaient autour de moi. Et au bout d'un certain temps, j'ai écrit ce livre sur la Côte d'Azur, à Roquebrune, Cap-Martin, et je me suis rendu compte qu'à 1 kilomètre de chez moi, j'étais juste à côté de Monaco, il y avait là le plus grand musée mondial des automates. Et je me suis demandé si finalement, c'était pas moi qui avait été en quelque sorte
pensée, guidée par ce peuple d'automates. Mais je pense aussi qu'il y a aussi une idée de symbole. Je crois, par exemple, les romantiques allemands, et je pense à Hoffmann, étaient très impressionnés par les automates. Il y a beaucoup d'automates dans la littérature fantastique allemande. Et je crois que l'automate doit être un symbole de la partie automatique de nous-mêmes. Je crois qu'il y a en nous des engrenages. On ne sait pas pourquoi, mais nous réagissons de façon comme ça, complètement automatique. Je crois qu'il y a un mystérieux automate en nous-mêmes. Et il faut en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, on peut en effet peut-être entrer en relation avec lui et avoir ce dialogue avec cette partie automatique qu'il y a en nous. Oui, mais Christian Charrière, quand on dit automate, on dit manipulateur aussi. Alors ça veut dire qu'on est manipulé par quelqu'un? Oui, je crois qu'il y a en effet, mais ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, mais c'est en nous-mêmes. Nous avons une anti-conscience, nous avons un autre pôle de conscience. Dans la littérature médiévale, par exemple, c'est le dragon. Je crois qu'il y a en nous, en effet, une intelligence une anti-intelligence, je ne sais pas comment appeler ça, un pôle adverse, si vous voulez, qui est l'ennemi en nous-mêmes, mais nous sommes l'ennemi. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'extérieur à nous, c'est une partie de nous-mêmes. Et cet autre pôle essaie d'avoir donc une influence et de conquérir le pouvoir. Et les hommes, finalement, le but, c'est de nous automatiser complètement. Alors la vie est une espèce de réaction à cet automatisme grandissant. Quelle différence vous faites entre un automate et un robot ? Eh bien, en fait, je n'en fais pas. Mais je crois que ce qui était manifeste, parce que ce qui me plaisait beaucoup dans l'automate, c'était esthétique aussi. C'est que ce sont des poupées, en fait. Ce sont souvent des objets qui datent du XVIIIe siècle. Et donc, il y a quelque chose à voir avec la poupée, avec le monde de l'enfance. Alors, aussi, à propos de la forêt d'Iscan, ça va nous permettre de faire le lien avec Robert Sabatier, qui est l'illustrateur de l'encyclopédie des... Roland, pardon, oui. Roland et pas Robert. Ouh là là, oui. Je sais que vous n'êtes pas pour des allumettes ici. Mais vous savez, le lien est tout trouvé, parce qu'il faut dire que Roland, je le connais depuis l'âge de 20 ans. Mais moi, j'allais plutôt... Et nous étions dans le même collège à Montbéliard, tu te souviens? Oui. Dans le extraordinaire, bien loin d'ici. Donc c'est un signe extraordinaire, c'est sans doute une... Et vous vous êtes retrouvés ici? Oui, on s'est retrouvés, on s'est pas vu depuis des années. Deuxième rencontre, hier c'était le maire René Coineau qui retrouvait Jacques Brosse et la troisième, parce qu'Anita Conti qui a retrouvé quelqu'un. À chaque jour sa rencontre, on va voir demain. Oui, ça peut mettre le lien parce qu'on pense beaucoup aux univers un petit peu des peuples souterrains. Il y a des elfes, il y a dans ce livre La forêt d'Iscan. On pense beaucoup aussi au monde de Tolkien, au monde magique de Tolkien. Ce sont des références qu'on peut faire à propos de La forêt d'Iscan. Absolument, je crois même que c'est vrai que La forêt d'Iscan est tout à fait inspirée par le monde des esprits de nature, par le monde des... Il y a des marmousets. Je me suis étonné que tu n'aies pas parlé de marmousets dans ton livre. Alors, il y a un marmouset dans ton livre? Oui, je tiens à préciser que je ne suis qu'illustrateur dans cette affaire, puisque c'est Pierre Dubois, l'auteur et l'elficologue. L'elficologue qui sait tout sur la chose, comme personne ne l'ignore en Bretagne, puisqu'il a une rubrique à FR3. Et donc je ne suis que l'illustrateur, et à ce titre, j'ai découvert certaines choses. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est donc de les découvrir moi-même pour pouvoir les dessiner. J'avais une petite habitude dans la mesure où je suis mycologue, où j'ai donc produit des livres de mycologie, donc j'étais un peu habitué à la recherche des choses qui apparaissent là où il n'y avait rien et qui... Attends, vous précisez, mycologie, c'est des champignons, hein? Oui, il s'agit bien des champignons, qui sont, comme chacun sait, des petits êtres, puisqu'on se promène dans son jardin, il n'y a rien, on revient le lendemain, il y a quelque chose, le surlendemain, il n'y a plus rien. Il se promène, en fait. C'est qu'il y a une vie qui... Ouais. Voilà. Et donc, cette formation à la mycologie a amené Pierre Dubois à me demander d'illustrer cette encyclopédie des lutins, qui se voudra exhaustive quand on aura fait les elfes qui viendront, puis les fées... Les marmousets. Les marmousets, ils sont parmi sont une sous-espèce aux yeux de Pierre Dubois. Hein, oui. Et ce qu'on s'est attaché à faire, c'est donc à les faire voir aux gens, surtout en leur montrant les lieux où on pouvait en trouver. Parce que, par exemple, le Latusé qui vit dans les greniers,
Si on n'en a pas vu, on peut peut-être regarder son grenier, regarder le grenier du voisin, et on verra quand on aura regardé une quinzaine de greniers comme ça dans des genres et des régions différentes, qu'il y a effectivement des greniers où il peut y avoir des latusés et qu'il y en a où il n'y en aura jamais. Savez, il y a quand même un problème, messieurs, parce que vous nous faites rêver avec tout ce que vous nous racontez. C'est vrai, c'est fabuleux. On rêve en lisant le bouquin des fourmis, on rêve en lisant Mayapura ou la forêt d'Iscambre, on rêve en lisant l'encyclopédie des lutins de Pierre Dubois, mais comment est-ce qu'on va vivre bientôt? On va plus pouvoir marcher, il ne faut pas écraser les lutins, il ne faut pas écraser les marmousets, il ne faut pas écraser les fourmis. Ça devient difficile. Hein. Ce sont des créatures subtiles. Est-ce que tu crois à leur existence? Bien évidemment, quand on se met à les rechercher. On en rencontre. Mais enfin, je fais la comparaison avec les champignons, mais on peut la faire avec les poissons. Quand on va à la pêche, c'est qu'on croit qu'il y a des poissons. On peut revenir bredouille. On ne dit pas pour autant qu'il n'y a pas de poissons dans la mer. Il faut les chercher pour les trouver. Si on ne les cherche pas, évidemment, on ne les trouvera pas. Et c'est vrai que, par exemple, ces petites créatures apparaissent dans les rêves. Je m'intéresse beaucoup aux rêves. Et il y a dans les rêves des moments où ça apparaît. Christian Charrière, juste pour terminer, je voudrais vous faire m'expliquer un petit peu une phrase que vous avez donnée. Alors, évidemment, je vais l'avoir perdue. À propos de la littérature, en disant que pour vous, maintenant, la littérature, c'est plus une fin en soi. Ah, j'ai dit ça, moi? Oui, non, j'ai fait une critique très sévère de la littérature. À propos de quelqu'un d'autre. De la littérature actuelle, d'un certain type de littérature non branchée sur l'imagination. Vous avez dit la littérature n'est plus pour moi une fin, elle est un moyen d'accéder à un certain état et de faire passer à travers moi la force. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très juste, mais c'est admirable cette phrase. C'est moi qui l'ai dit. Oui, écoutez, c'est une phrase d'écrivain. Apparemment, oui. Oui, non, mais c'est exact que la littérature ne doit pas être prise comme une fin. La littérature est un yoga. La littérature est un moyen pour accéder à un état supérieur de conscience. Il n'y a pas d'art pour l'art. Je crois que l'art est juste un moteur pour nous amener à une évolution intérieure. Voilà, ce que vous dites par ailleurs, c'est dans Mayapura, les écrivains, il y a beaucoup de définitions qui paraissent sur les écrivains avec tous ceux qui viennent dans le café littéraire. Vous dites, les écrivains sont les fripiers du sentiment, ils croient inventer alors qu'ils redécouvrent. Merci en tout cas à tous d'être venus et ce sont, que ce soit à travers vos textes, ceux de Pierre ou les dessins de Roland, de formidables raconteurs d'histoires qui sont présents là. Merci à vous. Merci.